Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui porte sur les pistes à envisager pour réduire les inégalités de richesse. Un sujet qui est visiblement d'intérêt puisque vous êtes plus de 500 personnes à vous être inscrites à ce webinaire de l'Observatoire québécois des inégalités. Alors, je me présente, Nathalie Gué, je suis directrice générale de l'Observatoire québécois des inégalités et je vais animer ce webinaire qui sera enregistré et disponible sur notre site Internet dans les prochains jours. Donc, le déroulement, en fait, après une brève introduction, on va faire 4 rondes de questions avec nos panélistes et ensuite, on va se garder un 15 minutes à la fin afin de répondre à vos questions. Je vous inviterai à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure du déroulement du webinaire. Il y a peut-être des collègues de l'Observatoire qui vont répondre à certaines de vos questions. Et au début de la période de questions, je ferai la lecture d'un certain nombre de questions et on fera un dernier tour d'écran avec nos panélistes afin de pouvoir y répondre. On vous demanderait aussi évidemment de ne pas poser de questions fiscales trop pointues ou en lien avec des situations individuelles. Donc, d'abord, une courte introduction. Pourquoi est-ce qu'on organise ce webinaire sur les pistes envisagées pour réduire les inégalités de richesse? Évidemment, en raison d'un contexte au niveau mondial où on assiste à une croissance vraiment importante des inégalités de richesse et aussi l'enrichissement spectaculaire d'une petite minorité. Évidemment, ça a de nombreuses conséquences et on va en parler très vite avec nos panélistes. Mais on a aussi de plus en plus de propositions et de demandes pour des mesures qui visent à réduire ces inégalités de richesse. Et on a constaté qu'on n'en parlait peut-être pas suffisamment encore au Québec. On a donc voulu créer cet espace pour renverser la situation. Donc, c'est étonnant qu'on n'en parle pas plus parce que ces inégalités-là, elles sont en croissance. On parle beaucoup à l'Observatoire, on utilise beaucoup la question des inégalités économiques. Et ce que l'on constate, c'est que les inégalités de revenus, elles augmentent. On a publié cet automne une petite analyse dans laquelle on constate que depuis la pandémie, les 20 les moins nantis dans la société ont vu leur revenu disponible reculer. Pendant ce temps-là, les 20 les plus riches ont connu des augmentations de revenus de plus de 50 en 4 ans. Et ça, c'est sans compter les inégalités de patrimoine. On sait que les ménages canadiens de la tranche supérieure de 20 de la répartition du patrimoine détiennent 65 de la richesse. Et quand on regarde les 40 des ménages au bas de la distribution, eux, ils accumulent 3 de la richesse. Et pendant ce temps-là, on a un filet social qui semble de moins en moins capable de faire rebondir les personnes qui y tombent. Et on nous présente l'état des finances publiques comme un obstacle à des réinvestissements plus conséquents dans le filet social. Donc, c'est évidemment à ces inégalités de richesse-là qu'on va s'attarder aujourd'hui et surtout aux solutions possibles pour les réduire. Je vous présente rapidement nos 4 panélistes. D'abord, Antoine Genet-Grégoire, qui est professeur adjoint à l'Université de Sherbrooke et membre de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques. Bonjour, Antoine. Béatrice Beaugrande, qui est directrice générale d'Oxfam Québec. Bonjour, Béatrice. Bonjour. Claire Trottier, qui est philanthrope et présidente du conseil d'administration de Patriotic Millionaire. Bonjour. Bonjour. Et enfin, François Delorme, qui est professeur adjoint à l'Université de Sherbrooke et chercheur au laboratoire au laboratoire sur les inégalités mondiales. Alors, bonjour, François. Bonjour. Donc, première question, avant de s'attaquer aux pistes de solutions, pourquoi est-il important de réduire les inégalités de richesse? Et je commencerai avec Béatrice, évidemment, avec la publication de votre récent rapport, Oxfam, vous avez traité abondamment de cette question-là. Merci Nathalie, puis merci beaucoup à l'Observatoire d'organiser une telle discussion, puis vraiment heureuse de l'intérêt que ça porte et des discussions sur les solutions à venir. Les inégalités sont vraiment au cœur de la mission d'Oxfam. On est
on porte notre travail, même que ce soit pour porter secours dans les crises humanitaires ou pour faire des projets de développement, mais surtout tout notre travail de plaidoyer, de mobilisation pour s'attaquer aux causes des inégalités. Donc oui, on aide quand il y a des conséquences, mais on ne veut pas toujours réparer. Puis c'est l'objet de la discussion, c'est d'éviter d'avoir toujours à réparer et d'essayer de trouver des solutions plutôt systémiques. Donc on fait un rapport Davos, qui est le off Davos, pour parler des inégalités croissantes. L'année dernière, 2500 milliards de richesses en plus dans ces milliardaires-là, 7 milliards par jour. 7 milliards, c'est pas rien, hein. On comptait qu'en accumulant $1 par seconde, on devient millionnaire en 12 jours, mais milliardaire en 32 ans. Donc, on parle de milliardaires ici. C'est vraiment important, des richesses stratosphériques qui dénoncent une économie qui clairement nous trahit et trahit l'ensemble de la société. On ne peut pas accepter ce genre de richesse extrême alors que la moitié de la population est encore pauvre et a du mal à se nourrir pour une personne sur 4 sur Terre. Particulièrement cette année, on a voulu mettre l'accent sur la dimension entre la pauvreté économique et la pauvreté politique, celle qui crée la misère, mais l'autre qui crée peut-être une certaine colère. Et comment elles sont liées toutes les deux, parce que on a affaire clairement à des systèmes qui tendent vers l'oligarchie où les riches et les ultra-riches, je dois dire, sont au pouvoir et donc arrivent à influencer les politiques publiques pour la fiscalité, les lois environnementales, penser donc aussi aux lois du travail et aux politiques de diversité et inclusion, entre autres, compris le bord. Donc, cette oligarchie-là influence énormément les politiques publiques, tout en ayant aussi, en nourrissant un discours à travers les médias qu'ils possèdent. Médias traditionnels, pour la plupart, médias sociaux, sociétés aussi d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Donc, on a ici affaire à vraiment un système qui permet d'influencer les politiques publiques tout en d'ailleurs démonisant les migrants, c'est bien pratique. Et d'un autre côté, des gens qui, eux, par stress d'accès à la nourriture, d'accès au logement, etc., n'ont pas le temps d'aller courir les assemblées, de payer le bus pour aller participer à une manif, etc., sachant que ce sont souvent les populations les plus vulnérables, les femmes, les personnes racisées, qui sont aussi, qui payent le prix lourd aussi de ces inégalités-là. Donc, personne n'a y gagné dans la société. Bien sûr, ça heurte de plein fouet les personnes concernées, mais ça heurte aussi tout le monde. On a affaire à plus d'incohésion sociale, plus de polarisation. Et clairement, même la croissance, selon le FMI, est mise à mal là-dessus. Donc, et la santé de la population publique en général. Donc, personne n'a y gagné avec la croissance des inégalités. Merci. François, quelles conséquences ces inégalités, quelles sont les conséquences que vous voulez illustrer? Ben, je pourrais ajouter à ce que vient de dire Béatrice, c'est sûr que moi je souscris à ce point de vue-là, de la fragmentation des classes sociales et de l'érosion du tissu social. Mais il y a aussi une dimension dont on parle peu quand on parle des inégalités et sur lequel on a commencé à se pencher depuis peut-être 2 ou 3 ans. Les inégalités de richesse n'est pas seulement un enjeu de justice sociale, mais c'est aussi un enjeu écologique majeur. Maintenant, quand on prend un cours d'économie en environnement, ben, on parlait de mettre une taxe carbone et ça devait régler le problème de la pollution. Mais maintenant, quand on est un étudiant en environnement ou en économie de l'environnement, on parle d'économie socio-écologique. Donc, on parle beaucoup de plusieurs crises, une crise sociale, une crise économique et en même temps une crise environnementale. Et j'en veux pour preuve la concentration extrême de richesse est directement associée à une concentration des pressions environnementales, des émissions de carbone, de la perte de biodiversité, de la surconsommation. Et là, ça devient incompatible avec le respect des limites planétaires. Et ça fait peut-être 3, 4 ans dont on en parle sérieusement. Juste pour donner une illustration, pour conclure, pour une moyenne canadienne de 22 tonnes de CO2 par personne par année, le 1% a une empreinte au Canada, une empreinte carbone de 190 tonnes par personne par année. Donc, on voit que les écarts de richesse n'ont pas seulement un impact socio-économique très important, mais aussi un impact écologique et environnemental extrêmement important aussi. Merci. Claire, quelles conséquences ces grandes inégalités de richesse?
Oui, ben, il y a plusieurs conséquences. Celle que je rajouterais, ce serait l'impact sur la démocratie. Donc, on voit vraiment qu'avec cette concentration de richesse vient aussi une concentration de pouvoir, un accès aux décideurs politiques. Les exemples les plus flagrants, on les voit en ce moment aux États-Unis. Évidemment, les oligarques ont financé la campagne électorale de Trump et bénéficie là, du système qui le soutient. Euh, donc, lorsqu'on soutient un système qui permet aux ultra-riches de devenir de plus en plus riches sans finir, euh, une des conséquences, c'est vraiment l'effritement de la démocratie. Et on s'éloigne d'un système où chaque personne a vraiment son mot à dire. Alors, je peux comprendre la colère de plusieurs personnes et je pense que c'est très dangereux. Donc, il faut absolument agir pour aller renverser cette tendance. Merci beaucoup, Claire. Antoine, à votre tour de nous parler un peu des conséquences de ces inégalités de richesse, peut-être depuis un autre point de vue. Ben, si je prends moi aussi là, mon chapeau de professeur comme François, euh, c'est tous les fondements de la politique fiscale que j'enseigne, mais des politiques publiques en général, c'est des théories éthiques de la justice. Il y a pas, presque toutes les théories éthiques de la justice sont incompatibles avec la façon dont on traite la question des inégalités aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a des gens qui mangent pas à leur faim, il y a des gens qui dorment dans la rue. On n'honore pas nos engagements envers les peuples autochtones. On n'honore pas nos engagements envers les générations futures de leur fournir une planète à peu près habitable. Tant qu'on n'honorera pas ces engagements-là, c'est pas vraiment logique de permettre à des gens d'être milliardaires. Et donc, s'il y a des gens qui réussissent à être milliardaires dans un monde sans pauvreté et sans pollution, ben tant mieux, c'est pas de problème, ça me dérange pas. Mais tant qu'on n'aura pas résolu ces défis-là, ben je dirais que c'est un peu comme un gaspillage de nos ressources communes que de les laisser à quelques petites personnes qui finalement en tirent pas beaucoup de bénéfices personnels comparé à ce que ces ressources-là permettraient pour un paquet d'autres mondes qui en manquent. Merci. Donc, c'est intéressant. On peut voir franchement que plusieurs conséquences finalement à cette augmentation des inégalités de richesse, autant sur la démocratie d'un point de vue de justice, sur la pauvreté, sur le climat et l'environnement. Et maintenant, quelles solutions vous aimeriez voir au Québec, au Canada, pour que l'on puisse effectivement réduire là, de façon significative là, ces inégalités de richesse? Je commencerai peut-être avec vous, Antoine, parce que vous êtes notre expert en fiscalité ici, donc je vous donne la parole. Ben, tu sais, évidemment, puis je suis expert en fiscalité, mais je pense que la première fonction de la fiscalité dans la lutte aux inégalités, c'est de financer les dépenses. Vraisemblablement, le filet social, les dépenses publiques, c'est ce qui fait le plus probablement pour réduire nos inégalités. C'est pas mon sujet d'expertise, mais je pense que c'est nécessaire de le dire. Après ça, financer des choses pertinentes pour réduire les inégalités, on peut le faire de la façon qui elle-même fait que la contribution est la plus significative pour ceux qui en ont déjà le plus. Donc, c'est essayer de rendre notre impôt plus progressif en général. Euh, Dans le contexte canadien, je pense que la cible la plus évidente, c'est le taux d'inclusion du gain en capital, c'est-à-dire l'imposition de la plus-value sur les actifs détenus. On a vécu le débat sur cette question-là il y a un an et demi, quand le gouvernement fédéral a choisi d'augmenter légèrement ce taux d'inclusion-là. Le gouvernement a renoncé à ça. Je pense que c'était une erreur, mais il y a des apprentissages quand même de la façon dont ça s'est passé, mais je dirais que de façon générale, c'est l'impôt qu'on a déjà qui cible et de loin le plus les gens qui sont les plus fortunés. C'est un impôt qu'on a déjà, donc on a une mécanique qui est éprouvée pour le mettre en place, puis c'est en même temps une taxe à la sortie, donc il y a une protection un peu comme contre la fuite, qui n'est pas un phénomène si courant que ça, mais il y a quand même ça à l'intérieur. C'est aussi notre façon d'imposer le patrimoine des gens qui meurent, ce qui est aussi super important pour la redistribution. Et on pourrait le modifier légèrement pour le rendre encore plus efficace pour cibler au haut de l'échelle. Et on parle probablement de gros sous, justement, pour se payer des dépenses sociales qui sont structurantes.
Merci beaucoup. Claire, vous faites partie d'un groupe de personnes très fortunées qui demandent à être taxées davantage, donc en particulier au Québec et au Canada. Quelles sont les demandes que vous faites, dans le fond, au gouvernement pour mieux, justement, réduire les inégalités de richesse? Oui, donc le groupe Patriotic Millionaires Canada demande carrément une taxe sur la richesse. Donc, je suis entièrement d'accord avec Antoine que le taux d'inclusion du gain en capital doit être changé. Et j'irai encore plus loin pour dire que euh, en constatant vraiment cette accumulation extraordinaire de richesse euh, qui vient c'est un danger pour la démocratie, il faut vraiment agir et on a tellement de besoins dans la société aussi. Donc, il faut trouver des moyens d'aller euh, chercher des sous dans le coffre de l'État. Et une taxe sur la richesse, nous croyons très fermement que ça doit absolument faire partie de la solution. Il y a plusieurs différentes propositions qui sont mises sur table. Euh, les genres de propositions que nous envisageons sont quand même assez modestes et n'aurait vraiment pas d'impact réel sur ma vie ou sur la vie de personnes riches comme moi. Donc, c'est quelque chose qui, d'un côté, irait peut-être ralentir un petit peu l'accumulation de la richesse chez les ultra-riches et qui viendrait amener du revenu important au gouvernement pour confronter les différentes crises que nous confrontons, comme la crise climatique, la crise du logement et autres. Merci. Béatrice, dans le rapport d'Oxfam publié récemment, il y a plusieurs recommandations. Quelles sont les recommandations que vous prioriseriez là, pour notre environnement immédiat là, au Québec, au Canada? Bien clairement, comme Antoine est clair, il y a la taxation de l'ultra-richesse est nécessaire, pas forcément suffisante, j'y viendrai, mais clairement nécessaire. C'est pas une crise du financement comme on essaye de nous le faire dire. Ah, on n'a pas de sous, faut couper. C'est vraiment aller chercher les sous là où ils peuvent être, et pas seulement à l'ultra-richesse aussi, mais considérons les entreprises d'énergie fossile qui devraient faire leur part, considérons aussi les entreprises qui bénéficient de monopoles et qui font des profits sur pourtant des produits de première nécessité comme des produits d'alimentation. Donc, il y a de la taxation à revoir aussi d'un point de vue entreprise. Ce qu'on dirait aussi, c'est d'aller aussi chercher, d'oser le mot inégalité dans notre discours, à savoir, il faut, et c'est ce qu'on promeut, d'avoir des plans nationaux de lutte et de réduction en fait aux inégalités. Osons ce mot-là et osons mettre en place sur la base, donc, entre autres, de recherche et d'analyse scientifique dont vous faites partie, donc l'Observatoire, mais d'alimenter les discussions auprès des gouvernements, mais aussi auprès des entreprises pour dire comment tout le monde doit participer à la réduction des inégalités. On a la chance de faire partie d'un groupe de travail d'ailleurs dans une institution ici à Montréal qui s'appelle International Sustainability Standard Boards, qui est là pour mettre des critères d'accès au capital et aux prêts pour les entreprises. Ils l'ont fait pour le climat et puis ils commencent à réfléchir sur les inégalités. Donc si ça se fait dans ce domaine-là, ça doit se faire aussi au niveau gouvernemental. On recommande aussi, donc, ce que recommandait Joseph Stiglitz au G20, donc un panel international pour lutter contre les inégalités, parce que ça doit se faire à plusieurs. Mais surtout, récupérer le pouvoir politique, absolument soutenir les organisations de la société civile, soutenir les voix des personnes marginalisées qui sont les premières concernées, garantir l'indépendance des médias aussi et la non-concentration des médias, ça nous apparaît important. Dernier point, investir dans l'économie du soin. Les énormes investissements qu'on met dans les économies, c'est des jobs de gars. Tant mieux, il en faut, mais c'est des secteurs a priori de gars. Et quels sont tous les secteurs qui sont nos anges gardiens quand il y a des crises et qui sont sous-investis, sous-considérés. Et nous, les femmes, on contribue à l'économie en donnant 10 800 000 dollars gratuits, milliards de dollars gratuits dans l'économie parce qu'on s'occupe du monde. Donc là aussi, l'économie de soins et les économies alternatives sont à considérer.
Merci, François. Peut-être dans la même direction, là, évidemment, il y a des solutions fiscales là, pour mieux répartir la richesse, mais il y a tout un éventail d'autres approches à privilégier. Donc, j'aimerais vous entendre là, à ce propos-là, qui peut aussi s'inspirer de vos discussions là, au laboratoire des inégalités mondiales. Ben, l'équilibre entre inégalité et croissance économique, parce que c'est de ça dont on parle hein, ici, c'est qui s'approprie les bénéfices de la croissance économique. Et quand on parle d'inégalité, ça veut dire ben, que ce soit au niveau du revenu ou du patrimoine, ben, ça veut dire qu'il y a une proportion de plus en plus grande qui est confisquée, entre guillemets, par les plus fortunés. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits à l'OCDE qui montrent qu'il n'y a pas une... Longtemps, hein, on a opposé environnement et économie. C'est la même chose au niveau de l'équité et économie. Et les travaux de l'OCDE montrent qu'il n'y a pas d'opposition. Ça veut dire que c'est pas en luttant contre les inégalités qu'on pénalise la croissance. Et les économistes n'ont pas de réponse à donner c'est quoi le niveau d'inégalité optimal. Donc, je veux quand même faire ce point-là que c'est pas vrai qu'on doit opposer nécessairement plus d'équité dans un système avec moins de croissance économique. La deuxième chose que je dirais à la suite de ce qui a été dit précédemment, et notamment par Antoine, c'est que oui, c'est vrai qu'on peut avoir des stratégies fiscales, mais une approche strictement distributive ou fiscale, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Et là, moi, je m'inscris beaucoup dans un contexte encore là de est-ce que le système économique, notre organisation économique en tant que société, est-ce qu'elle est pérenne? Donc, vous voyez que je m'inscris plus dans le moyen terme et encore dans la lutte au changement climatique, parce que on peut bien avoir un système d'économie de marché ou un système capitaliste, si on veut utiliser le mot en C, mais si ce système-là nous amène à un cul-de-sac climatique, je pense que c'est un président français qui avait dit qu'est-ce que ça veut dire avoir 3% de croissance dans un monde qui est plus réchauffé à 3 degrés? Ben, ça n'a pas de sens. Ça n'arrivera pas. OK? Et donc, moi, dans ce contexte-là, je m'inscris dans, oui, une solution fiscale, mais il faut qu'elle soit accompagnée d'une transformation de l'économie, des structures de production, de la propriété et de la gouvernance. Et ici, je m'inspire des travaux de Thomas Piketty et des travaux qu'on fait au laboratoire. C'est pas seulement répartir la richesse par la fiscalité, mais c'est aussi d'empêcher son accumulation à des niveaux socialement et écologiquement insoutenables. Ça, c'est pas acceptable. Et d'essayer d'explorer le rôle des institutions économiques comme, et Béatrice en a fait mention, l'économie sociale et solidaire, des modèles coopératifs, davantage d'économie de partage, une gouvernance qui est plus démocratique, comme des leviers de transformation. Et ça, quand on cherche des solutions aux inégalités ou les solutions à la crise climatique, on n'aura pas le choix d'aller dans ce sens-là et de baliser un peu les dérives du système d'économie de marché. Je vois qu'Antoine veut réagir. Je laisse la parole, Antoine, puis ensuite, je vous relance directement pour la troisième question. Oui, juste un mini truc. François a raison, là, que la fiscalité peut juste faire une partie du travail. Mais je pensais à l'intervention de Béatrice sur le discours public puis l'influence des plus riches là-dessus. Une particularité peut-être qu'on a depuis pas si longtemps, c'est qu'on a des très importants crédits d'impôt sur la masse salariale journalistique qu'on a offert d'abord au Québec et ensuite au fédéral. C'est une mesure fiscale mais qui aurait pu être faite ailleurs. Mais je pense que ça compte beaucoup, c'est de reconnaître que les médias ne peuvent pas être entièrement de propriété privée. Puis c'est une mesure qui, pour pas tant que ça de dollars, probablement contribue beaucoup à préserver le bien public que peut être l'information. Donc, je pense que ça, c'est une avenue où il faut réfléchir. C'est petit, c'est niché, c'est pas des grandes transformations sociales, mais ça peut, disons, mettre en place les conditions pour avoir des débats plus sains là-dessus. Et dans ce cas-là, on peut utiliser l'outil fiscal, justement, pour cet objectif très ciblé. Oui, effectivement, là, les médias dont le modèle d'affaires est complètement secoué en plus par l'émergence des médias numériques là, qui sont fortement concentrés là, dans certaines multinationales, effectivement. Donc, d'autant plus pertinent. Ben, ça me permet de vous relancer sur la troisième question, en fait. Puis, Antoine, je vais continuer avec vous sur. D'abord, sur les mesures fiscales, là, on a beaucoup entendu parler de la taxe Zuckman en France, qui n'était pas une proposition
si exagérée que ça, on pourrait dire, et qui n'a pas pu être mise en place. Vous avez déjà fait mention de l'imposition, de l'augmentation de la portion imposable du gain en capital. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces expériences-là? Qu'est-ce que ça nous indique pour la suite? Et ensuite, on verra là, s'il y a des expériences plus heureuses là, desquelles on pourra s'inspirer. Mais d'abord, vous entendre sur ces expériences-là, Antoine. Euh, ben, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire. Puis dans le cas de la réforme du gain en capital, j'ai légèrement participé à cette discussion-là. Euh, Je pense que dans les deux cas, tu sais, la taxe Zuckman, c'est une taxe sur les gens extrêmement riches, là, essentiellement un impôt de remplacement fondé sur l'actif pour les gens très, très riches. Dans le cas de la hausse du taux d'inclusion du gain en capital au Canada, on avait choisi de l'appliquer seulement sur le gain en capital au-delà de 250 000 Donc, dans les deux cas, on a designé des réformes qui ne touchent que 1%, voire moins, des contribuables. Je n'étais pas en France pour le débat sur la taxe Zuckman, mais j'étais au Canada pour le débat sur la haute taux d'inclusion. Si vous cherchez des articles de journaux sur ce débat-là, ils sont tous illustrés par des photos de triplex et de chalets. Et donc, parce que ça s'applique là-dessus quand ce n'est pas une résidence principale. Et donc, le débat a été complètement dominé par des exemples de situations individuelles de gens qui ont investi dans des immeubles à logement ou dans des résidences secondaires. Et effectivement, ces gens-là allaient être, dans une certaine mesure, touchés par la réforme, dans la mesure où leur gain annuel dépassait 250 000 mais en réalité, les gens qui allaient payer l'extrême majorité des recettes qu'on aurait reçues, c'est pas des gens qui font 300 ou 400 000 la fois où ils vendent un triplex dans leur vie. C'est des gens qui recyclent des portefeuilles d'actions sur une base constante et annuelle. La personne moyenne qui fait un gain en capital de plus de 250 000 au Canada, son gain moyen, c'est 1 million par année. Il y a des gens qui font ça tous les ans. Le 250 000 épargne presque tout le monde. Les seules personnes finalement qui sont montées aux barricades pour attaquer la réforme, c'est les gens qui étaient juste au-dessus, ceux qui étaient légèrement affectés par la réforme, et ils ont servi de bouclier pour les gens qui sont beaucoup moins présentables, les gens qui vivent de fortunes parfois héritées, qui ne font que recycler et qui essentiellement n'ont pas une contribution économique qui est nécessairement si grande. Et donc, typiquement, ces débats-là, les gens qui sont ultra riches, ils savent que c'est pas eux qui peuvent être les porte-paroles de ces combats-là. Et c'est des gens, disons, entre les deux qui servent, parfois les médecins, parfois les agriculteurs, parfois les propriétaires de maisons. Mais il ne faut pas être dupe, c'est pas ces gens-là qui ont le plus à perdre de ces réformes-là. Ils sont des petits perdants. Mais derrière eux, il y a des grands perdants et c'est eux qui sont les plus avantagés lorsqu'on choisit de renoncer à ce genre de taxes-là. Claire, je vous ai vu réagir beaucoup pendant les explications d'Antoine. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, et qu'est-ce que vous retenez finalement là, des différentes tentatives auxquelles on assiste là, depuis les dernières années? Oui, alors j'ai certainement vécu ce débat-là sur le gain en capital. Euh, je pense qu'il faut rappeler aux gens un peu c'est quoi le gain en capital. Pour faire du gain en capital, il faut premièrement avoir accès au capital. Fait que tu as déjà une certaine richesse importante. Alors, quand tu vends quelque chose, ce sont des actions ou quoi que ce soit, puis que la valeur de ce bien-là a grandi, bien, cette différence-là, c'est le gain en capital. Fait que moi, je suis une personne riche, je suis une héritière, donc je n'ai pas besoin de travailler pour avoir un salaire pour vivre. Alors, la majorité de mon revenu ou une partie importante de mon revenu, c'est du gain en capital. Fait que quand vous faites un salaire, votre salaire 100% de votre salaire est taxable. OK? Quand moi, je fais le même montant d'argent que vous en gain en capital, seulement 50% est taxable, donc j'ai 50% gratuit. Donc, en partant, les personnes riches accumulent encore plus de richesses, ne sont pas taxées au même niveau que les personnes qui font un salaire. Puis la proposition qui a été faite, c'était de changer, c'était vraiment un tout petit changement. Fait que c'était même pas d'aller dire, ah, le gain en capital doit être taxé comme le revenu ordinaire d'un salaire. Non. Oui, il y a eu un levier de bouclier. Les personnes ultra riches, il y en avait qui étaient très fortement contre. Aussi, je dirais, l'industrie du conseil aux ultra riches aussi était très fortement contre. Les avocats, les comptables, etc. Donc, ça a été quand même un apprentissage de voir comment cette opposition-là s'est organisée.
Je voudrais dans la catégorie de bonnes nouvelles, parce que c'est bon aussi d'avoir des bonnes nouvelles de temps en temps. Je pense qu'il y a quand même un mouvement de gens qui se rendent compte là, que les inégalités sont un problème, qu'il faut absolument aller taxer la richesse. On voit qu'on en discute beaucoup plus. Évidemment, la taxe Zucman n'a pas passé, mais ça a fait je pense, une éducation quand même de beaucoup, beaucoup de gens qui réfléchissent plus profondément aux enjeux maintenant. Et je pense que la bonne nouvelle de 2025, c'était l'élection de Zoran Mamdani à New York comme maire de New York, qui a fait campagne sur des questions du coût de la vie et de taxes sur la richesse. Donc, faire le lien entre ces deux enjeux-là. Et il faut aussi constater que les personnes ultra riches se sont battues contre Mamdani, ont mis des millions et des millions de dollars pour assurer que son adversaire gagne. Mais finalement, c'est Mamdani qui a gagné. Donc, on voit quand même que quand quelqu'un a le courage politique de faire campagne sur ces enjeux-là, ça parle à beaucoup de gens. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont voté pour Mamdani qui avaient voté pour Trump. OK? Puis c'était parce que Mamdani parlait vraiment des problématiques du système, puis disait, écoutez, la raison pour laquelle que vous avez de la misère à payer votre loyer, que le coût de l'épicerie continue de monter, là, c'est pas à cause des personnes immigrantes, c'est à cause du système économique. Puis il faut aller taxer les riches pour essayer de financer les solutions. Donc, je pense que c'est un discours gagnant qui peut être gagnant ici au Québec et au Canada aussi. Béatrice, le mouvement d'Oxfam à travers le monde, quand même, est assez actif, là, justement, pour demander des mesures d'équité fiscale, etc. Qu'est-ce qu'on vous oppose le plus souvent, là, comme argument, ou qu'est-ce que vous retenez finalement de toutes ces campagnes que vous menez à travers le monde et, dans le fond, des petits gains qui sont parfois faits, mais aussi des grands blocages là, qu'on constate encore? Ou des reculs, comme on a vu effectivement Oui. sur le gain en capital, mais aussi sur la taxe sur les produits de luxe. Donc là, maintenant, Bombardier peut vendre des jets, c'est bon, ça crée des emplois. Puis il faut parler de ces tensions-là. Il faut avoir donc ces espaces-là où il faut parler de est-ce qu'on crée des emplois dans des industries qui polluent, comment on fait pour transformer, comment payer la transition et faire que des gens puissent aussi trouver, bien sûr, des jobs décents ailleurs. Ce qu'on nous oppose, ben, on est en guerre contre les ultra-riches. Bon, déjà, moralement, oui, on peut dire qu'on a des questions importantes qui se posent sur cette ultra-richesse-là, puis qu'un jour, les gens, certainement, veulent le devenir, mais on voit très bien que l'aiguille bouge. Et quand on fait un post sur LinkedIn, j'ai 2 likes, mais quand on fait des posts sur Instagram, eh ben, ça pogne. Donc, on sait que ces discussions-là sont importantes et puis intéressent maintenant les gens parce que c'est tellement criant dans nos rues, partout autour de nous, et peut-être parmi les gens ici aussi qui le vivent directement dans leur vie. C'est criant, on ne peut pas vivre avec autant d'inégalités sous nos yeux. Donc, on commence quand même à avoir un intérêt sur peut-être pas, c'est difficile de parler des ultra riches en eux-mêmes, mais de l'inéquité fiscale. Ils payent en général moins d'impôts que vous et moi. Ça, cette injustice-là, elle fonctionne en termes de communication. Et oui, il faut communiquer mieux, je crois. Donc, il y a des fois, on se plante, puis voici pourquoi on s'est planté. Et puis, il y a des fois, ça fonctionne, et voilà comment on peut le faire. Il y a quand même d'autres initiatives ailleurs dans le monde. C'est pas vrai que les riches partent en courant une fois qu'on augmente alors, certains partent, ça s'est vu en Norvège, mais c'était 0,01% des 236 000 millionnaires et milliardaires qui ont été touchés par cette mesure-là. Donc, bon, quel est le point de bascule qui fait que quand c'est trop, ben oui, ils vont tous partir, ça va avoir un effet économique. Mais je pense qu'il faut mieux communiquer cette partie, cette inéquité-là, puis surtout qu'on est tous en train de subir ces inégalités-là dans la société où on est. Notre démocratie part, un pays inégalitaire a 7 fois plus de chances ou de risques de verser dans une baisse drastique de la démocratie quand il est inégalitaire. Ça nous concerne tous. Merci. François, comment est-ce qu'on peut expliquer justement que toutes ces propositions-là, qui sont somme toute assez raisonnables et bien appuyées, comme on le voit par des arguments solides, qu'est-ce qui explique qu'on n'est pas capable d'avancer et même, comme Béatrice le soulignait à juste titre, qu'on recule? Ouais, moi, j'ai suivi religieusement le débat sur la taxe Zucman.
à toutes les heures à peu près, et les 2600 interventions que Gabriel Zucman a fait en 2 semaines. Euh, il y a comme deux choses. Béatrice et Claire ont parlé du système économique. Moi, je m'inscrirais encore là dans une perspective beaucoup plus longue. Puis si Thomas Piketty allait avec nous, là, c'est ça qui ferait. Lui, il se définit comme un humble historien des faits économiques. Il faut regarder un peu où sont les verrous qui nous empêchent d'avancer dans ce débat-là, au-delà des gouvernements, des différents partis et tout ça. Et je pense que pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de gain ou de l'action tarde? Il y a quand même un poids des récits économiques dominants qui est important. Hein. On parle toujours de croissance. On a eu un gouvernement longtemps avec M. Legault qui disait il faut absolument rattraper l'Ontario, mais on ne se demandait jamais pourquoi il fallait rattraper l'Ontario. C'était comme un acquis qu'il fallait le faire. OK? Il fallait le croire sur parole, mais il faut se demander pourquoi est-ce qu'il faut absolument être prisonnier ou être dépendant d'un rattrapage économique et pourquoi l'Ontario. L'autre chose aussi, et Claire en a parlé aussi quand on parlait du système économique, il y a des verrouillages institutionnels, il y a des asymétries de pouvoir, il y a une résistance du statu quo. Et ça, c'est important de regarder dans l'histoire pourquoi est-ce que on n'est pas capable de faire sauter ces verrous-là. Souvent, ça prend des crises pour les faire sauter. OK? Un autre point que Béatrice a souligné, c'est souvent on entend quand on dit on ne peut pas taxer les ultra-riches et on ne peut pas taxer les multinationales et tout ça, et on se dit si on taxe les ultra-riches, ils vont partir. OK? Et Antoine est beaucoup mieux placé que moi pour déconstruire ce mythe-là, mais souvent on va toujours entendre l'argument de la fuite fiscale. Il faut le prendre au sérieux, mais il est souvent, et c'est ça l'importance des études empiriques et d'exposer les faits, souvent c'est exagéré. Béatrice en a parlé tout à l'heure, mais les grandes fortunes sont moins mobiles qu'on le prétend, c'est ce que les études montrent, et surtout, ce n'est pas un argument pour l'inaction. Okay? C'est plutôt un argument pour mieux coordonner les règles. Je sais qu'on va y venir un peu plus tard sur la coordination et d'essayer de fermer les échappatoires. Et il ne faut pas oublier que ne rien faire, c'est-à-dire ne pas taxer les riches, par exemple, ben, ça a aussi un coût économique. Ça a un coût démocratique et ça a un coût écologique aussi. Alors, c'est important même si on est dans une politique des petits pas, je pense que c'est important de persévérer et de continuer plutôt que de baisser les bras. Oui, et effectivement, vous mentionnez la nécessité de la coordination. J'ai envie de vous parler de la nécessité de coordination à l'échelle mondiale, même si on n'est pas dans un contexte où on a l'impression que le multilatéralisme a le vent dans les voiles. Mais est-ce que pour vous, c'est important, est-ce que c'est indispensable qu'il y ait une certaine forme de coordination, de collaboration au niveau mondial pour essayer de progresser sur ces questions-là? Je commencerai par vous, Antoine. Ben, c'est certain qu'il y a une partie, dans le fiscal, là, évidemment, il y a une partie du problème qui est de nature foncièrement internationale, c'est-à-dire la dissimulation de richesses dans des paradis fiscaux, des paradis réglementaires. Et comme c'est un problème foncièrement international, les solutions ne peuvent qu'être internationales. Je ne suis pas sûr que c'est parfaitement adéquat de parler de multilatéralisme. On a fait des progrès dans les dernières années, mais c'est plus en fait une question on voit tous les pays égaux, il y a des flux de commerce entre tous les pays, des flux d'investissement, mais dans les faits, il y a quelques gros nœuds dans le système. Et c'est ce qui fait que, par exemple, si l'Europe et les États-Unis sont d'accord sur quelque chose, ils peuvent pas mal faire obtenir ce qu'ils vont vouloir dans ces forums internationaux-là. Pendant un bref moment, c'était un petit peu ce qu'on avait. Là, on a perdu les États-Unis, donc c'est un peu en train de bloquer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de l'unanimité à travers le monde pour aboutir là-dessus, mais ça prend les joueurs clés. Puis le Canada est comme pas un joueur clé, mais assez gros pour être un joueur conséquent dans ces discussions-là. Par contre, je pense que ce qui est vraiment important de dire, c'est que c'est un enjeu en soi. C'est un enjeu en soi de résoudre les problèmes transnationaux en fiscalité puis en inégalité. Mais le fait de résoudre le problème au niveau national est nécessaire et indépendant de cette question-là, outre le fait qu'il y a une petite fuite à l'étranger. Il y a bien en masse de richesses au Canada pour abolir la pauvreté au Canada.
Ça serait mieux d'aller récupérer peut-être la richesse des Canadiens qui est dissimulée ailleurs, mais juste avec celle qui est encore ici, puis qui n'est pas mobile, on en a bien assez là, pour faire des politiques très ambitieuses. Et donc, je dirais que c'est plus un appel politique, au sens où si on veut faire le travail de proposer aux gens, aux citoyens, des politiques plus redistributives, il faut aussi faire le travail de trouver le moyen de les financer et pas s'appuyer sur les recettes qui viendraient de ce genre de choses-là, qui sont en partie hypothétiques et qui dépendent pas juste de nous. Même si on était les meilleurs joueurs au monde sur la scène internationale, si on pédale tout seul, on ne pourra pas gagner. Par contre, ce qu'on décide de faire chez nous, ça s'applique chez nous. Si on veut des recettes, on peut en avoir, on peut aller les chercher chez nous pour se payer un filet social plus développé chez nous. Merci. Claire, je passerai de votre côté. Ce serait quoi pour vous les priorités là, en termes de coordonner les actions là, au niveau mondial? Oui, je pense que c'est important. Je vous dirais que du point de vue du mouvement de personnes qui militent pour une taxe sur la richesse, c'est certainement un groupe très international. Lors de la conférence qui a eu lieu à Davos, Patriotic Millionaires a déposé une lettre qui avait été signée par 400 millionnaires et milliardaires à travers le monde, représentant, je pense, 18 pays différents. Donc, c'est un mouvement quand même international, puis je pense que c'est une force pour ce mouvement-là qu'on a des membres et des gens impliqués dans plusieurs différents pays. On a des membres en France, on a des membres en Angleterre où il y a beaucoup, beaucoup de discussions aussi qui tournent en ce moment autour d'une taxe sur la richesse. Donc, en collaborant ensemble, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Puis en faisant avancer ce discours-là dans différents pays, ça vient aussi euh, je pense, rendre la vie plus difficile aux gens qui disent que ben, les riches vont quitter. Si le Canada met en place une taxe sur la richesse, les riches vont quitter. Bon, mais si tous les pays où les riches aimeraient habiter, disons, ont une taxe sur la richesse, ben, je ne sais pas où ils vont aller. Mais juste peut-être pour revenir sur ce point-là, là, que les riches vont quitter, ça, en tant que personne riche, ça me dérange vraiment, surtout quand ça vient de personnes riches qui disent, moi, je quitte si on me taxe. Puis je trouve ça tellement déprimant et ridicule. Les gens qui ne sont pas ultra riches payent leurs taxes. Ils n'ont pas le choix, OK? Ils payent leurs taxes. Puis ils financent le système public, les routes, le système d'éducation qui fait en sorte que les personnes riches peuvent employer des gens dans leur compagnie, peuvent acheter leurs produits, etc. Euh, Puis aussitôt qu'une personne riche doit payer sa juste part, ben là, non, non, moi je quitte, là, je vais aller habiter à Dubaï. Je pense qu'il faut commencer à questionner ces gens-là un peu aussi, parce que c'est pas patriotique, justement, de dire, moi, je veux pas contribuer à ma société. On devrait être fier de contribuer à notre société, de contribuer au bien commun de tous. Alors, ouais, ce discours-là me dérange profondément, puis je pense qu'il faut commencer à foncer direct dedans, puis dire, ah ouais, vous allez quitter, vous allez habiter où? Parce que vous voulez pas contribuer à votre société. Ouais. Très bonne question. Béatrice, vous avez évoqué la proposition là, de Joseph Stiglitz là, au début de la rencontre là, pour une COP des inégalités. Tout ça, ça nous vient de l'espace créé par le G20. Donc, est-ce que vous voulez élaborer un peu là-dessus, là, quelle importance vous pensez que cet espace-là peut avoir pour tenter de faire des progrès sur cette question? Oh, il Et y aura j'aurais beaucoup. envie aussi de vous demander, est-ce que, dans le fond, pour faire réagir un peu à ce qu'Antoine a dit, est-ce que c'est vrai que c'est sans doute des pays comme le Canada et d'autres qui vont avoir une influence, mais qu'est-ce que d'autres pays ont à dire sur cette question-là? Le G20 sera sous l'égide des États-Unis l'année prochaine, donc je suis sûre qu'il y aura des avancées majeures dans ce domaine-là. Mais moi, je suis d'accord aussi avec François, voyons au-delà de Trump et puis bâtissons tout de suite aussi pour le futur et il sera peut-être pas toujours là, même s'il a une bonne relève. Donc, on encourage quand même ce niveau mondial-là de coordination et d'agir aussi au niveau national. Parce qu'en plus, je pense que le Québec est très bon et dans son histoire a déjà aussi pu
pu nourrir pas mal de réflexions sur la justice sociale à l'avantage de tout le Canada aussi. Donc, il y a des choses qu'on peut faire au Québec aussi. D'ailleurs, militant toujours oxfam.qc.ca, signez les pétitions et agissez, informez-vous. C'est important, le pouvoir citoyen aussi. Mais la coordination au niveau du G20, elle se poursuit. Donc, et on est déjà en train de travailler avec nos collègues aussi des États-Unis pour savoir ce qu'on peut faire et maintenant et pour plus tard. Mais je pense que les forces mondiales sont tellement importantes pour cette question-là, entre autres de fiscalité, mais pas juste de fiscalité, parce que ce qui nourrit les inégalités, c'est aussi les engagements internationaux qui n'ont toujours pas été remplis. Bien sûr, changement climatique, sont où les budgets pour la finance climatique, pour réparer les pays du Sud global qui sont les plus atteints aussi. Donc, ce panel sur les inégalités, un panel mondial sur les inégalités, c'est pour dire, allô la tour, il existe ce panel-là pour les changements climatiques. Les inégalités sont à ce point perturbatrices de notre système de société qu'il faut un panel international pour nourrir la recherche, les réflexions et guider aussi les plans nationaux pour savoir où on va. Donc, c'est pour ça que national et international vont ensemble et au G20, mais aussi à l'ONU, puisqu'il y a une convention fiscale donc, de l'ONU aussi qui se joue dans ces sphères-là, même si évidemment en ce moment on questionne et l'ONU et son financement et Alouette, mais il y a quand même les négociations qui continuent et des gens qui se rencontrent pour parler donc de Convention 4 des Nations Unies sur la coopération fiscale. Donc quand ça bouge déjà à ce niveau institutionnel, c'est qu'il y a espoir et qu'il ne faut pas abandonner, même si parfois il y a des reculs, surtout en ce moment où le tout à l'économique nous permet de faire des reculs dans pas mal d'endroits, mais il faut poursuivre. François, à votre tour là, de nous parler là, de la pertinence de la collaboration là, à l'échelle mondiale là, sur ces questions. Ben, vraiment, Nathalie, très brièvement, là, je pense qu'il faut éviter de tomber dans le piège de la solution. Il y a plusieurs solutions. Antoine en a parlé. Il y a l'effet du role model. Là, oui, on peut faire quelque chose et être capable de se regarder dans le miroir sans nécessairement avoir des implications avec d'autres pays. On peut le faire nous-mêmes. L'initiative de Stiglitz, le laboratoire des inégalités mondiales, est vraiment intimement liée à ça, avec Piketty aussi, et Zuckman et Emmanuel Saez. Donc, ça, c'est un autre noyau. L'OCDE aussi a fait un travail gigantesque là, au niveau de la transparence des flux internationaux et d'essayer d'établir vraiment une taxe mondiale sur les ultra-riches et l'impôt minimum qui a été signé en principe, mais qui a été mis en œuvre sur une taxe minimum de 15% sur les profits des grandes multinationales. Donc, il y a plusieurs foyers comme ça. Là, c'est sûr que les institutions internationales sont attaquées maintenant. Elles vont être définancées, mais comme Béatrice l'a dit, il faut garder une optique de long terme. Trump ne sera pas toujours là, et puis après Trump, il va y avoir quelqu'un d'autre, et il faut garder un cap cohérent sur quel est notre but. Le but, c'est de réduire les inégalités. C'est bon pour la cohésion sociale, c'est bon pour la croissance économique et ça nous oblige à de la cohérence. Alors, je pense qu'il faut garder une optique de long terme puis de voir d'où on vient puis où est-ce qu'on s'en va. Merci beaucoup. Alors, on a énormément de questions, donc je vais en lire comme 5-6 et on va faire un tour d'écran. Avec cela, on pourra peut-être poursuivre par la suite dans un petit article pour tenter de répondre aux autres questions. Donc, je vous encourage à prendre des notes, chers panélistes, parce qu'on va faire un seul tour d'écran pour répondre à plusieurs questions. Donc, une question qui est à savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'impôt sur les successions au Canada et est-ce que ça serait une solution possible? Une autre question dans laquelle on souligne que les intérêts milliardaires ont virtuellement un puits sans fond de budget pour communiquer, souvent de façon insidieuse. Donc, pourquoi les ONG, en fait, comment les ONG et les groupes de pression peuvent faire le contrepoids? Comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Une autre question qui vient d'une organisatrice communautaire dans une région rurale très défavorisée et qui se demande quel type de solution on peut déployer à petite échelle où on a un certain pouvoir ou un contrôle pour réduire les inégalités. Dans le fond, c'est la question de la réduction des inégalités dans un territoire et à une plus petite échelle. Une autre question
En fait, où on dit, il est généralement reconnu que les personnes millionnaires bénéficient de généreux retours d'impôts pour les contributions qu'ils peuvent faire à différentes causes sociales. Est-ce que ce serait une bonne idée de mettre fin à ces crédits? Les gouvernements ont raison de dire qu'ils n'ont plus la marge de manœuvre nécessaire pour bonifier les filets sociaux. C'est un vrai problème. Il faut prendre l'argent là où il est plus, où il est et le répartir plus équitablement. Une autre question, on se demande s'il devrions-nous mettre un multiple maximal entre salaire le plus bas et salaire le plus haut dans une entreprise? Donc, un plafond salarial ou un multiple, dans le fond, de salaire maximal dans une même entreprise. En fait, peut-être une dernière question. Est-ce que la menace des médecins québécois de quitter le Québec, qui a occupé beaucoup d'espace médiatique dans l'actualité, en fait, récemment, est-ce que c'est pas un cas local d'actualité qu'on pourrait creuser et tenter de renverser? Donc, je ne sais pas si c'est très clair, là, je suis désolée, je lis les questions comme elles sont. Donc, sur la question des médecins là, qui voulaient quitter pour l'Ontario, là, entre autres. Donc, qui veut commencer? Mais moi, je peux Antoine? commencer, Oui, vas-y, Nathalie. François. Je répondrai à deux questions, là. Je vais laisser l'impôt des successions puis le contrepoids à d'autres panélistes, là, mais la question de la personne en région rurale sur est-ce qu'on peut réduire les inégalités à l'échelle communautaire ou à plus petite échelle? La réponse est oui. OK? Et c'est une des solutions. Le système économique, puis c'est ce qu'on enseigne à nos étudiants en économie, c'est basé sur la concurrence. Mais on voit que ce modèle-là, ou ce qu'on appelle le paradigme, hein, la façon dont c'est organisé, c'est nous mène à un cul-de-sac social et climatique. Et de plus en plus, on essaie de voir si on ne peut pas transformer un modèle basé sur la concurrence vers un modèle qui est plus basé sur la coopération. OK? Et l'économie du partage, le communautaire et tout ça. Et ça, c'est beaucoup plus facile de le faire à petite échelle qu'à moyenne ou grande échelle. Donc, il y a plein d'exemples au Québec où il y a des villages ou des petites villes qui se sont organisées sur d'autres principes que celui de la concurrence en insufflant plus de coopération. Le dernier point, ça vient me chercher sur la question du déficit. Le déficit, il y a beaucoup de désinformation ou de mésinformation qui est faite là-dessus. Je rappelle que le déficit au Québec par rapport au PIB, c'est 1,5 du PIB, ce qui est quasiment rien. On pourrait, nous, entrer le Québec dans l'Union européenne en respectant les critères de Maastricht qui sont 3 être en bas de 3 du PIB et une dette du PIB de 60 et moins. Donc, on met beaucoup de drames sur l'endettement et le niveau de déficit pour rien, à mon avis. On est encore dans des zones extrêmement prudentes. Le dernier point, c'est les multiples. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée. On a essayé de le faire en Suisse. Il y a un canton qui a essayé de le faire, le canton de Lausanne ou Genève, je ne me souviens plus. Et ils ont soumis le multiple, qui est un multiple de 12. Hein, le salaire du PDG dans les entreprises ne peut pas excéder 12 fois celui du salaire moyen et ça a été rejeté à 60 Dommage. Béatrice? Oui, merci. Je vais laisser Antoine les questions fiscales. Désolée Antoine. Moi, j'ai bien aimé la question sur comment faire pour communiquer. On a bien sûr des gens qui ont de puissantes poches pour pouvoir influencer sur ce qui est communiqué ou pas communiqué. Il y a tellement d'initiatives en ce moment pour essayer, donc entre autres, de réguler l'intelligence artificielle aussi, puis les logarithmes. C'est tellement fondamental et particulièrement la participation des premiers concernés qui subissent parfois donc ces outils d'intelligence artificielle qui les briment et ensuite la discrimination qu'il y a à l'intérieur aussi de ces logarithmes, etc. Enfin bref, en termes de droits humains, c'est assez hallucinant. Donc, continuons vraiment la pression publique pour qu'il y ait de la législation enfin de ce nom pour contrôler les puissants des médias sociaux et les puissants de l'IA qui nous abreuvent et qui nous désinforment et nous mésinforment. Contente de voir ce que tu disais, Antoine, sur ces initiatives fiscales donc, pour empêcher aussi la concentration des médias et leur privatisation abusive. Sur les organisations communautaires rurales, je profiterai, merci de la question effectivement aussi, puis je profiterai pour dire,
le financement des organisations communautaires au Québec, c'est vraiment au lance-pierre. Ils n'ont aucune prévisibilité, aucun moyen d'organiser, alors qu'au contraire, le gouvernement se rejette ses responsabilités sur les organisations communautaires pour, entre autres, pallier et soutenir la population qui est en demande. Donc, beaucoup d'empathie pour les organisations communautaires qui ont besoin vraiment d'un financement très, très important. Je parlerai de la participation locale. On essaie de voir comment on fait pour que les femmes soient aux tables de décision. Je reprendrai un principe féministe, rien sur nous sans nous, mais surtout rien sans nous. Il manque terriblement de femmes à toutes les tables de décision, qu'elles soient politiques, académiques, sociales, environnementales. Il faut qu'elles soient là et donc, entre autres, localement, aux mairies, dans les MRC, etc. Il faut aussi la participation des femmes, mais dans ce cas-là, effectivement, les soutenir parce que c'est elles qui ont le travail de soins, c'est elles qui ont les salaires et les emplois précaires, c'est elles, comme les populations racisées aussi, qui subissent le plus d'obstacles à la participation politique. Et ça, faut vraiment y penser. Oxfam promeut l'économie du bain qui a été mise en œuvre dans certaines municipalités en Europe. Donc, j'encourage les gens à rechercher l'économie du bain. On en parle dans les écoles au Québec. 4000 gamins sont au moins informés sur l'économie du bain chaque année. Donc, voilà, c'est notre participation aussi en dehors des cercles de Montréal. Antoine, je me tourne vers vous. Là, il y a les questions fiscales. N'hésitez pas de parler d'autres éléments qui ont été soulevés si cela vous intéresse. OK, je vais essayer de faire ça vite. L'exode des médecins, c'est sûr que les médecins sont probablement plus mobiles que d'autres personnes. Pour aller en Ontario, oui, pour aller plus loin, c'est pas évident. Dans le cas des médecins, je dirais plus largement, nos médecins, c'est des faux fonctionnaires pour la grande majorité d'entre eux, mais surtout, on contrôle l'offre de médecins. Sinon, si les médecins qu'on a formés veulent tous se sauver, on peut en former plus. C'est nous qui décidons le quota d'entrée pour le nombre de médecins. C'est pas donné, former des médecins, là, mais si on en voulait plus dans des nouvelles. Si on décrétait que les conditions salariales des médecins étaient moindres, puis qu'on ouvrait les vannes, je suis sûr qu'on trouverait plein de gens qui sont prêts à faire la job pour seulement 200 000 au lieu de 400 ou seulement 150 au lieu de 300. Donc, c'est un problème dont on contrôle tous les morceaux, à mon avis. Sur le multiple salarial, je pense que la logique générale se tient dans la mesure où il y a un niveau de richesse qui n'est peut-être pas pertinent. Par contre, je ne suis pas sûr que c'est applicable au niveau des entreprises. C'est-à-dire que quand on regarde les inégalités de salaire, on constate que c'est pas beaucoup à l'intérieur des entreprises, c'est plus entre les entreprises. Ça vaut pour les corps hommes-femmes, ça vaut pour les corps immigrants natifs. Et donc, je pense que des règles par entreprise sont probablement lourdes administrativement et pas efficaces. Donc, peut-être garder la logique, mais l'appliquer autrement. Le crédit pour don, euh, les données empiriques qu'on a au Canada, c'est que le gouvernement, il se produit plus de dons que ce que ça coûte de les subventionner par le crédit. Après ça, est-ce que tous ces dons-là sont pertinents dans tous les organismes caritatifs? C'est pas clair. Mais ben, à l'Observatoire, je pense qu'on fait beaucoup de millage avec les dollars. Mais c'est pas évident que ça, c'est un problème. Par contre, le traitement fiscal des fondations est peut-être plus quelque chose qui devrait soulever des questionnements, entre autres pour leur influence sur les politiques et la société. Donc, ça, c'est peut-être plus un endroit où je regarderais. Le pouvoir en région, je ne suis pas un organisateur communautaire, mais un truc que je remarque, c'est que si vous êtes dans un plus petit milieu, une région, vous avez probablement plus facilement accès aux décideurs. Donc, vos élus vos élus à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes vous écoutent probablement plus que les gens des grands centres. Donc, c'est un moyen d'avoir un certain effet. Les sous pour communiquer, ben, je suis ici dans l'activité d'un organisme de la société civile gratuitement. J'essaie de faire un peu ma part. Sur l'impôt sur les successions, mes collègues à l'enchère ont publié deux études la semaine dernière sur le sujet. C'est important de savoir, on n'a effectivement pas vraiment d'impôt sur les successions au Canada, mais on a la disposition réputée du gain en capital au décès qui est très similaire à un impôt sur les successions. Si on regarde les sous qu'on ramasse avec ça, c'est moins que plusieurs pays européens, mais c'est pas rien. C'est à peu près autant que les États-Unis. Et surtout, la plupart des impôts de succession sont pleins de trous. Aux États-Unis, vous commencez à payer de l'impôt sur les successions de 13 millions en montant. Notre réalisation du gain en capital chez les décédés est plus mordante que ça. Donc, c'est pas vrai qu'on n'a rien, puis c'est pas vrai qu'on bâtit sur rien si on voulait aller avoir une ponction qui est plus importante auprès des décédés. Puis si je peux peut-être rapidement, je pense que c'est important quand on discute d'inégalité de ne pas accepter la dichotomie cœur-tête
qu'on voit dans la plupart des débats là-dessus. On va dire que les organismes civiques parlent de morale et de valeur, alors que les gens qui s'opposent, qui viennent parfois du milieu des affaires, sont des calculateurs. On pense à François Legault qui est un comptable. C'est irrationnel le degré d'inégalité qu'on traite. C'est pas une question de cœur, c'est une question de logique. C'est pas justifiable. Et donc, il ne faut pas concéder aux gens qui s'opposent à ça une logique ou des arguments qui sont plus solides ou plus rationnels parce que c'est pas le cas. C'est aussi une question de valeur pour les gens qui ne veulent pas contribuer plus. Merci Antoine. Claire, le mot de la fin? Ouais, je ne sais pas trop quoi dire avec le peu de temps qui nous reste. Je dirais que plusieurs des questions qui ont été posées, on pourrait avancer sur certaines questions avec plus de transparence, plus de données sur certains enjeux. Je pense notamment au financement des médias indépendants qui viennent souvent faire du travail vraiment, vraiment important pour aller chercher des informations, pour mettre en lumière certaines situations là, qui causent des inégalités. Quand on parle de l'argent pour les communications et le pouvoir énorme des compagnies, notamment les réseaux sociaux, par exemple, je pense que c'est vraiment important là, d'avoir plus de transparence sur leurs impacts et de parler aussi et d'adresser le monopole de pouvoir. On a un bureau de compétition au Canada en ce moment. Le gouvernement Carney vient de faire des coupes dans ce département-là. C'est extrêmement perturbant parce que c'est ce bureau-là qui s'occupe vraiment d'aller assurer que nous avons de la compétition dans notre système économique. Donc, je pense qu'il faut se pencher sur des questions de monopole de pouvoir. Ça doit faire partie de la solution aussi. Merci beaucoup à vous quatre et merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Alors, je m'excuse, on n'a pas pu parler de toutes les questions. On va essayer d'y donner suite d'une façon ou d'une autre dans les prochaines semaines. Ce qu'on voit, c'est que dans le fond, les solutions, elles sont à plusieurs niveaux, elles sont à plusieurs échelles aussi. Moi, je ressors de cette discussion-là quand même encouragée parce que j'ai trouvé que finalement, des pistes, il y en a plusieurs. Et puis, effectivement, il faut se projeter à long terme de façon à continuer à faire des progrès sur cette question-là. Donc, voilà, je vous invite à suivre l'Observatoire sur nos réseaux, vous abonner à l'infolette si ce n'est pas déjà le cas, devenez membre de l'Observatoire. Et merci beaucoup. Très bonne journée à toutes et à tous. À toutes et à tous.